Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir choisi LCI pour vous expliquer sur la tempête médiatique qu'ont suscité vos propos. On va revenir sur la genèse et puis peut-être en parler un peu à tête reposée. Vous avez dit sur BFM TV le 1er septembre dernier, à propos des clichés d'une femme et de son bébé morts à la suite de leurs blessures après le bombardement de Mariupol, vous avez dit que c'est une propagande de guerre. Ensuite, sur le massacre de Boutcha, vous avez dit que ça avait été utilisé comme instrument de la peur par le président Zelensky. Ensuite, vous vous êtes excusé auprès des victimes. Vous avez dit c'est une erreur, je le reconnais. Je m'en suis excusé auprès des victimes. J'ai pu laisser croire que je disais qu'il n'y avait pas du tout de victimes. C'est une erreur. Mais vous savez ce qui a été, comment ont été commentés vos propos. Il y a des gens qui vont voter pour vous, des gens qui vous aiment bien et qui ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue complotiste, elle est devenue négationniste. Oui, j'ai entendu tout cela. Mais j'ai dit aussi beaucoup d'autres choses. Et en particulier, comme je crois des millions de gens, je me suis exprimée pour que la guerre s'arrête. Et pour poser des questions sur les raisons pour lesquelles il n'y avait toujours pas de processus de paix, de discussion, de négociation, de lieux où les protagonistes peuvent se rencontrer, comme cela se fait dans tout conflit et comme cela devrait se faire encore plus fortement au sein de l'Europe. Je pense que nous ne devons pas avancer de façon aveugle vers la catastrophe et que nous avons la responsabilité, nous, notre génération, de laisser à nos enfants et aux générations qui viennent une Europe en paix et une planète réparée. Et donc que nous n'avons pas le droit de rester inertes devant ce conflit et que nous devons exiger que commencent les négociations de paix. Vous savez ce que disait Nelson Mandela? Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc en Europe, je crois que ça doit être possible de rétablir la paix. J'entends votre argument de la paix, je vais y revenir, mais je reviens sur ma question. Est-ce que pour vous, l'Ukraine est agresseur ou agressée? Est-ce que vous niez ces bombardements? Est-ce que vous considérez qu'ils n'ont pas eu lieu? Cette maternité, Boutcha, ces massacres, est-ce que vous les niez? Je dirais presque comme les Russes, comme le disent les Russes. L'Ukraine est agressée, donc ça c'est évident, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Mais lorsque l'on s'interroge sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de processus de paix, pour lesquelles l'Europe ne demande pas aux protagonistes de venir autour de la table, c'est parce qu'il y a... on est effrayé par ce qui se passe. Et donc, il est très important. Et je n'ai jamais nié ni les bombardements. Et d'ailleurs, si les victimes ont pu penser que j'avais nié des bombardements ou nié qu'il y avait des morts, tous les jours, il y a des morts dans cette guerre. C'est pour ça qu'il faut qu'elle s'arrête aussi. Oui, mais on va y revenir. Mais vos mots sont quand même très durs. Vous dites propagande de guerre, instrument de peur, bon, comme si ça n'avait pas existé. C'est pas à l'occasion de ces faits précis que je l'ai dit. Je l'ai dit d'une façon globale, y compris effectivement sur l'image implicite qui a circulé, qui nous a tous horrifiés du massacre de bébés. Et donc, ce qui est très important... Mais il a eu lieu pour vous ou pas? Je ne vais pas revenir sur... Vous avez... Parce qu'il y a des journalistes qui l'ont constaté, et le père Patrick Desbois, qui est quelqu'un qui avait révélé la Shoah par balle ou les massacres des Yézidis, qui a constaté sur place en Ukraine des massacres, et qui le dit... Il n'y a pas de raison de mettre en cause ces paroles, bien évidemment. Mais ce qui est très important, c'est que l'on sache la réalité des faits, et seule la Cour pénale internationale et la Commission de l'ONU des droits de l'homme sont habilités et sont en train de faire des enquêtes. Et loin de moi l'idée d'avoir nié qu'il y ait des conflits. Au contraire, qu'il y ait des victimes. Au contraire, puisque tous les jours, je dis la guerre, c'est ce qu'il y a de plus atroce. Et si nous sommes des gens responsables, nous n'avons pas le droit de laisser cette guerre se poursuivre. Et nous devons impérativement peser pour que les négociations commencent. La guerre est toujours un échec de la politique. La guerre, c'est toujours la victoire des forces du mal. La guerre ne se résout pas par le surarmement. La guerre se résout par la négociation, par la discussion, par la convergence. Et je pense que toutes nos forces politiques doivent être orientées vers la recherche d'une négociation pour l'Ukraine sans compromission. Parce que le peuple ukrainien aussi est le peuple qui souffre le plus et qui aspire à la paix.
Quel peuple n'aspirerait pas à la paix aujourd'hui? Comment vous pouvez penser qu'un Emmanuel Macron ou l'Europe considère que la paix n'est pas un objectif? Vous pensez sincèrement que depuis le début de cette guerre, on a encouragé à la guerre? On a découragé la paix? Le président Macron est allé à Moscou, il a parlé à Poutine des dizaines de fois, à Zelensky. Ça lui a été reproché, je ne lui ai jamais reproché. D'accord, mais il parle aussi à Zelensky, il parle à Poutine. Il y a des efforts qui sont faits. Le problème, c'est que Poutine dit des choses et qui fait le contraire, et qu'il est aujourd'hui considéré comme l'agresseur par l'ONU, par les commissions d'enquête, par les enquêteurs internationaux, par les journalistes qui sont sur place. Et donc, il y a un fait. Il y a un fait. Mais comment se sont résolus les conflits? Les conflits à quelque niveau que ce soit des conflits dans une entreprise, des conflits dans une famille, et plus gravement des conflits de guerre, c'est quand il y a une médiation. Et vous pouvez observer qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de médiateur nommé. Il n'y a toujours pas de conférence de la paix. Il n'y a toujours pas d'endroit où les différents protagonistes peuvent se parler en respect mutuel, en essayant de chercher des compromis qui ne soient pas une compromission pour l'Ukraine. Donc ce travail-là, il doit commencer. Et moi, c'est l'appel que je lance au président de la République. Parce que nous avons la responsabilité pour nos enfants, au sens de génération, quel que soit l'endroit de la planète où nous nous trouvons, qui sortent à la fois de la crise Covid, avec l'angoisse aux tripes, qui ont peur du dérèglement climatique. Je vous rappelle que le dérèglement climatique tue davantage que les guerres, et que le manque d'eau tue davantage que les guerres. Et on en est aujourd'hui à financer des envois d'armement sur le sol européen en rouvrant les centrales à charbon, c'est-à-dire en provoquant de futures victimes, de futurs morts par le dérèglement climatique. Mais attendez, on est responsable aujourd'hui d'une agression reconnue par l'ONU par Poutine d'un territoire européen qui défend les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire nos valeurs. Absolument. Et nous serions responsables de la situation? Non, nous ne sommes pas responsables, mais nous devons agir pour la paix, nous devons être plus forts que cela pour imposer. L'Europe, qui se dit porteuse de valeurs, aujourd'hui est regardée dans le reste du monde. Et donc elle devrait rester neutre et ne rien faire? Non. Elle doit mettre les gens autour de la table pour trouver une solution négociée. Ils ne veulent pas, et Vladimir Poutine ne veut pas. Il ne veut pas rencontrer Zelensky. Mais c'est pas vrai, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas essayé. Donc il y a dans quelques jours l'Assemblée générale des Nations Unies, mais il y a la France aussi qui a une tradition de non-aligné. On imagine bien d'ailleurs ce que Jacques Chirac aurait fait à sa façon. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Jacques Chirac, qui avait refusé d'ailleurs les frappes en Irak, pour garder justement cette situation de France dans la ligne? Il aurait dit, écoutez, mettez-vous autour de la table, arrêtez tout ça, on va trouver une solution, etc. Il y a une force politique, il faut une force politique. Moi, j'avais même proposé qu'il y ait des médiateurs, qui soient Angela Merkel, Dominique de Villepin, il faudrait un Israélien, un Turc, qui ait un lieu avec des leaders, car il y a un déficit de leaders charismatiques. On voudrait notre Mandela d'aujourd'hui, qui, au bout de 29 ans en prison, moi j'ai visité la prison de Robben Island. Attendez, je finis là-dessus, parce qu'il faut s'inspirer ceux qui ont eu la force de surmonter. Que c'est pas tenté. Vous croyez sincèrement qu'il y a une volonté Mandela est sorti de prison. Il a été confiné pendant 29 ans. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Dans une prison, on ne pouvait même pas s'allonger. Il sort et il tend la main à son adversaire. Mais ça n'a rien à voir, et il dit, on va se mettre autour de la table et on va parler. Et l'adversaire d'hier, dit-il, écoutez-moi bien, l'adversaire d'hier devient le partenaire. Parce que nous construisons ensemble une paix pour les familles d'aujourd'hui qui sont fatiguées de cette guerre, qui nous coûte horriblement cher et donc qui fait basculer aussi dans la misère et dans la pauvreté d'autres parties du monde. Le continent africain est menacé par la famine à cause de cette guerre. Donc nous, Européens, nous avons une responsabilité majeure et nous devons enclencher le processus de paix. Et je pense qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas rééligible, donc qui a les mains libres, peut être l'homme de cette situation. Moi, je regrette que pendant la présidence européenne, il n'ait pas pris une initiative sans demander la permission aux autres chefs d'État et de gouvernement. Il n'a pas arrêté d'essayer de le faire, sauf qu'il s'est heurté à des murs. Et il l'a raconté. Et il a essayé d'appeler, il a parlé avec Poutine, il a parlé avec tout le monde. Et lui-même s'est rendu compte que, justement, c'est pas facile. Donc, tout à fait ce que vous dites. Donc, il était le seul à pouvoir parler aux uns et aux autres. Il s'est fait rappeler à l'ordre, mais il avait qu'à continuer.
Il s'est fait rappeler à l'ordre. Mais Jacques Chirac s'est fait insulter quand il est pas. Il s'est fait reviens. traiter de ver de terre, Jacques Chirac. Je reviens Il s'est à ce fait que vous avez isoler, dit. il s'est fait insulter. Oui. Il a quand même tenu bon, même si ça a été très difficile pour la diplomatie française À un moment ce donné, moment-là. Ségolène Royal, il y a des gens aussi qui rappellent. Vous savez qu'on disait la paix en 1938. Les Munichois disaient la paix, alors que Hitler avançait. François Mitterrand, qui est un de vos guides, avait dit les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. C'est-à-dire qu'on serait en quelque sorte un peu naïf de vouloir dire la paix à quelqu'un qui de toute façon veut la guerre. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps et il n'est pas logique de se dire on doit défendre nos valeurs et on ne va pas être naïf et on ne va pas le laisser envahir l'Ukraine et peut-être après les pays baltes, la Pologne et puis avancer vers le reste de l'Europe. C'est tout le contraire. L'unique s'est fait sur l'abandon des Sudètes. C'est tout le contraire. Il y a une lâcheté terrible à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est ceux qui ne veulent pas la paix qui sont des lâches d'une certaine façon. Et parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers dans cette guerre. Il y a beaucoup de milieux qui gagnent beaucoup d'argent dans cette guerre. Et en particulier tous les spéculateurs sur le cours des matières premières. Et qui affaiblissent des pays déjà les plus pauvres, parce que le cours des matières premières, c'est une spéculation éhontée. Donc, quand je suis contestée, il y a aussi des forces financières qui n'ont pas envie que la guerre s'arrête. Mais moi, je fais le pari positif que tous les responsables politiques, même ceux qui sont en guerre aujourd'hui, les uns contre les autres, ont envie de la paix. Et si on ne fait pas ce pari-là, la paix n'arrive pas. Et quand on vous entend, pardon, mon expérience en tant que présidente de la COP 21 et chef de la délégation française dans la négociation de la COP 21, c'est que j'ai vu des chefs d'État et de gouvernement qui étaient en guerre, qui étaient en opposition, venir discuter de l'avenir de la planète. Mais ça n'est pas du tout pareil. Mais non, ça n'est pas du tout pareil. Et ça n'est pas du tout pareil. Il y a des morts tous les jours et des bombardements. J'ai visité 40 pays. Quand vous dites, pardon, excusez-moi. J'ai vu des gens... Non, quand vous dites, Ségolène Royal, Obama il y a des forces... Non, quand vous dites qu'il y a des forces de spéculation derrière la guerre... Vous êtes d'accord? Mais pas du tout, j'en sais rien. Je veux dire, il y a un côté, on va vous dire, c'est du complotisme. Ça, c'est relayé par peut-être Florian Philippot, peut-être Matteo Salvini, peut-être Éric Zemmour qui vous a applaudi, la télévision russe qui vous a applaudi. Ça vous a pas mis mal à l'aise? Ça fait partie de la propagande. C'est une démonstration qu'il ne faut pas accepter non plus la propagande russe, puisqu'en plus la traduction n'est pas conforme à ce que je dis. Oui, ils amplifient vos propos. Ça fait partie de la propagande. Mais je pense qu'il faut passer au-dessus de cela et qu'il y ait des leaders politiques qui ne s'occupent que de ça. Il y en a qui s'occupent de la guerre et il y en a qui s'occupent des négociations de paix. C'est absolument indispensable parce que les dégâts économiques et sociaux seront considérables. Est-ce que vous êtes sur la ligne comme des aujourd'hui, somnambules, comme dirait Edgar Morin. Et avant la guerre de 14, nous étions comme des somnambules. Mais en 38, certains ont dit qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu l'avancée d'Hitler. Et là, ce serait la même chose avec Poutine. Mais 38 était la conséquence de la guerre de 14. Et quand Jaurès a demandé la paix, il s'est fait assassiner parce que ça dérangeait. Et la façon dont la guerre de 14 a été conclue a suscité, a provoqué la montée de l'hitlérisme. Et ça vaut quand même pas la peine d'arrêter la guerre. Mais enfin, on n'aurait pas eu la guerre de 14, on n'aurait pas eu la montée de l'hitlérisme, on n'aurait pas eu la Shoah, on n'aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. On dirait qu'on pourrait le faire en claquant des doigts. Non, c'est un travail considérable. Et que personne n'a fait. C'est un travail qui pour l'instant n'est pas fait. Et là, d'ailleurs, la plupart des diplomates qui se sont exprimés et qui ont eu l'expérience de la négociation des accords de Minsk ont dit mais pourquoi les négociations ne reprennent pas? Dominique de Villepin l'a dit. Poutine ne veut pas. D'autres l'ont dit. Mais Vladimir Poutine ne veut il faut pas. Le mettre Est-ce que vous avez déjà table. parlé avec Vladimir Poutine? Mais au moment des sanctions contre la Russie, on aurait dit si vous ne venez pas autour de la table, nous mettons les sanctions. À chaque étape, il faut parler de la paix. À chaque étape. Alors vous savez ce qu'on dit. Je vais vous dire, je pense que le peuple russe a envie de la paix également. Il ne peut pas s'exprimer, c'est dommage. Non. Il ne peut pas s'exprimer. Et donc, qui vous dit que... D'ailleurs, ils ont fait une offre de négociation hier. Alors, bien sûr, les Russes ont fait une offre de négociation sur leur base, ont-ils dit, bien évidemment. En commençant une négociation, on dit sur nos bases. Et tout de suite, le camp d'en face a dit c'est une manipulation, etc. Parce que c'est beaucoup plus difficile pour l'agressé de venir à une table de négociation
que pour l'agresseur, qui lui est dans son rapport de force, donc attendent. Attends, c'est pour ça que... Donc vous dites aux Ukrainiens, il faut aller à la table de Vladimir Poutine et accepter les conditions éventuellement. C'est pas la table de éventuellement. Vladimir Poutine, c'est soit la table d'une conférence de paix à Paris, soit la table d'une conférence de paix organisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit une initiative européenne à haut niveau, soit un groupe de négociateurs tels que ceux que j'évoquais tout à l'heure, avec un endroit où, nuit et jour, on discute avec les représentants des différentes parties prenantes, car il n'y aura pas de vainqueur de cette guerre. Tout le monde est perdant. Et non seulement tout le monde est perdant, mais nous ne remplissons pas nos responsabilités de leader politique lorsque nous laissons cette guerre se développer. Ségolène Royal, vous avez vu le tweet de l'ambassadeur d'Ukraine en France. Il a dit « Je ne veux pas croire à la mauvaise foi ou à la malhonnêteté intellectuelle. Je ne voudrais pas douter de l'impartialité de Ségolène Royal. J'aimerais plutôt l'inviter en Ukraine et tout voir de ses propres yeux comme l'ont déjà fait de nombreux politiques. » Vous dites oui, je veux bien y aller. D'abord, je le remercie parce que je trouve que son intervention est très correcte, sans animosité ni haine. Et moi, je ne veux pas court-circuiter les responsables diplomatiques de la France. Donc, je ne peux pas aller. Mais si je peux aider à une négociation dans le cadre de ce que je viens de dire, même pour aider Emmanuel Macron dans le cadre d'une négociation, je le ferai bien volontiers, bien évidemment. Vous savez, moi, j'ai donné 30 ans de ma vie à la politique. Je ne veux pas qu'en arrêtant cette vie politique, je me dise, mais j'ai laissé à la génération qui vient l'Europe en guerre. Et quand j'entends des élus européennes m'agresser, mais il faut bien comprendre que la poursuite de cette guerre va faire s'effondrer l'Europe. On a dit pendant des années aux Français, l'Europe, c'est pas parfait, il manque le volet social, c'est bureaucratique, ça gaspille, il n'y a pas de légitimité démocratique, mais c'est pas grave. Venez et votez parce que l'Europe, c'est la paix. C'est fini. Mais donc ce dogme s'effondre. On dirait que c'est la faute de l'Europe, alors que l'Europe essaye de remettre les deux camps, à essayer. Non, il n'y a pas de procédure. Il faut des procédures en route. Oui, j'entends très bien. Non, l'Europe vous dites qu'il faut une conférence. Il faudrait une conférence. Mais on sent aussi qu'il y a une forme de démoralisation par la propagande russe, de volonté de diviser les Européens. Et certains ont dit, mais le soft power russe, et ils ont dit, Ségolène Royal, elle est sous l'influence du soft power russe, de l'influence de la propagande russe. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'on lutte pour la paix qu'on est pro-Poutine. Ça suffit. Dès que l'on met, vous voyez, même aller jusque-là, et c'est vrai que du coup, plus personne n'ose parler de la paix. Chaque fois que vous dites qu'il faut faire la paix, et donc, je suis bien... Alors que je sais que les millions de gens pensent je vois les réactions. Les Ukrainiens, les par premiers, rapport à ce que on imagine. Les Ukrainiens, il y aura un référendum en Ukraine, qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Ça suffit. Foutez-nous la paix maintenant. Ils sont agressés. On veut la paix maintenant. On veut pouvoir élever nos enfants. Et donc ça veut dire qu'il faut laisser la Crimée et le Donbass à la Russie. C'est le protocole de négociation qui va le définir, ça. Il y avait une base qui étaient les accords de Minsk. Il n'y a pas eu zéro travail de fait. Angela Merkel a fait énormément. Elle était respectée. D'ailleurs, vous observerez que c'est au départ d'Angela Merkel du pouvoir que l'agression russe a commencé. Donc elle tenait aussi les choses à un moment. Donc il faut reprendre le fil des discussions avec des gens de bonne volonté. Car ces hommes et ces femmes qui s'opposent aujourd'hui, ils sont tous parents. Ils voient tous la génération de leur pays se lever. Est-ce qu'il faut arrêter les sanctions parce qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un discours, Matteo Salvini, Marine Le Pen, même autour de Jean-Luc Mélenchon, un peu différemment, sur le thème, les contre-sanctions sont difficiles, donc il faudrait arrêter les sanctions. Est-ce que c'est votre position ? Ma position, c'est d'abord, premièrement, de dire que les sanctions n'ont pas été aussi efficaces qu'on aurait voulu le faire, parce que ça n'a pas fait venir... le gouvernement russe à la table des négociations, ça n'a servi à rien, ça nous a affaiblis. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est que le dollar monte et que l'euro baisse. Ça veut dire que là, on est en train de parler, là, chaque minute qui passe, enrichit les entreprises américaines, appauvrit les entreprises européennes, parce que nous payons, y compris pour acheter l'énergie qui est en dollars. Donc, ça peut aller très, très vite, la dégradation et le recul du niveau de vie des Européens. Ça peut aller très, très vite. Est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants une Europe où le niveau de vie aura baissé de 40% et où tous les services publics auront été détruits? Parce qu'à un moment,
l'argent qui est donné pour armer l'Ukraine, l'argent qui est donné dans cette guerre, c'est ça de moins qui va dans les services publics, dans l'éducation, et c'est ça que les gens voient. Et c'est ça que les gens ne veulent plus accepter. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des manifestations pour la paix dans les pays. Mais est-ce qu'on peut laisser à nos enfants une Europe dans laquelle nos valeurs de la démocratie seraient massacrées, et dans lesquelles c'est la valeur de la conquête militaire et de l'agression qui sont les valeurs principales? Est-ce qu'on n'est pas dans un combat sur les valeurs? C'est une bonne question. Raison de plus pour faire la paix. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a personne n'est gagnant dans une guerre. Et c'est l'appauvrissement de l'Europe garanti. C'est la dégradation du niveau de vie en Europe. Plus le mépris généralisé. Parce que je peux vous le dire, dans les pays émergents, quand ils voient que l'Europe n'a pas été capable de résoudre un problème de frontières, alors que nous avons tout, nous avons l'éducation, nous avons le développement économique, nous avons tout. Les pays émergents qui n'ont rien ou qui sont au bord de la famine, ils nous disent, mais attendez, il y a une guerre et en plus on en subit encore plus les conséquences. Et tout cet argent que vous mettez là, mais vous nous dites que vous ne l'aviez pas pour faire la transition énergétique, pour nous donner l'accès à l'énergie solaire en Afrique, et puis vous le trouvez miraculeusement pour dépenser des armes. Ça n'est plus tenable. Un mot sur l'économie russe. Vous savez ce qu'on dit aussi, c'est un village Potemkin, c'est-à-dire que derrière la façade des liquidités qui arrivent, l'économie se fissure et les sanctions fonctionnent. Là, la croissance a beaucoup baissé, la fabrication des voitures devient sans frein, sans ABS, sans rien parce que ça coûte trop cher. On démembre des appareils, des avions pour en réparer d'autres parce qu'ils ne peuvent plus voler. Enfin, en réalité, on a quand même un effet des sanctions et c'est une question de temps. Et le temps, en fait, les opinions publiques européennes sont démocratiques, donc elles s'expriment. L'opinion publique russe ne s'exprime pas. Et c'est l'avantage de Vladimir Poutine sur nous. Donc, est-ce qu'on peut se laisser démoraliser par Vladimir Poutine? C'est ça l'enjeu, non? Je n'entre pas dans ce raisonnement. Moi, je ne me réjouis pas que le peuple russe souffre. La Russie est un immense pays avec une culture extraordinaire, des scientifiques extraordinaires. Ce sont nos voisins. Nous devons nous entendre avec eux. C'est la tradition française, d'ailleurs. Celle du général de Gaulle, celle même de Jacques Chirac. La tradition française, c'est de dire, mais les Russes sont nos voisins. Alors, les États-Unis, nos amis américains sont peut-être moins conscients. C'est à 80 000 kilomètres de chez eux. Jusqu'au jour où ça va leur coûter plus cher, ou que le dollar va quand même baisser, et que les gens seront saturés. Ils diront, bah non, là, il faut peut-être que vous arrêtiez. Donc les États-Unis d'Amérique, ils sont loin. Ils sont dans leur logique de guerre froide. C'est pas d'eux qu'on peut attendre une initiative, même si ça serait formidable qu'ils puissent dire, bon, maintenant, on arrête les frais, on fait une conférence de la paix et on se met tous ensemble pour trouver une solution. Ça serait formidable, honnêtement. Hein. Et vous verrez, 80% des problèmes économiques seraient résolus. Parce que le prix de l'énergie reviendrait et il y aurait un vent d'optimisme. Il y aurait la question de la reconstruction. Il y aurait le peuple russe qui est reconnu dans son talent, comme le peuple ukrainien qui est d'un courage extraordinaire, mais qui doit être aussi au bout du bout. Et quand on entend dire on va faire la guerre jusqu'au bout de quoi? Que tout le monde soit mort? C'est ça le bout du bout? Dernière question. J'entends votre plaidoyer pour la paix. Je vous ai dit que les mots autour de la paix, ça peut être pour certains ambigu. Aujourd'hui, on est dans cette question de l'énergie. Oui. On est dans cette difficulté. Vous avez lancé les plans de transition énergétique et la baisse de la filière nucléaire française. Vous ne regrettez pas? J'ai fermé aucun... Vous avez lancé la fermeture de Fessenheim. J'ai lancé, mais en contrepartie, j'avais mis en place des plans massifs d'isolation des bâtiments, des plans massifs de baisse d'impôts pour les gens qui faisaient les travaux, pour les baisses d'impôts pour les entreprises. Vous regrettez ou pas? Parce que est-ce que ça nous a pas affaiblis aujourd'hui? Non, parce que le problème, c'est que tout le reste a été abandonné. C'est-à-dire que les grands travaux d'efficacité énergétique, d'isolation ont été abandonnés. Tout le reste a été abandonné. Les territoires à énergie positive ont été abandonnés. Le crédit d'impôt a été abandonné. Donc, le nucléaire devait, dans la loi, remplacer... La fermeture du nucléaire devait remplacer la montée en puissance des énergies renouvelables, et en particulier avec des tarifs de rachat d'énergie. Pas de regret, donc, pas de regret. Pas de regret sur la fermeture de Fessenheim sur le nucléaire. Non, parce c'était compensé. Quand je quittais le ministère, il y avait l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires en production d'énergie renouvelable. Et si pendant 5 ans, ces travaux avaient continué, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, c'est pas trop tard. C'est des choix politiques, mais c'est pas trop tard. Et deuxièmement, il y a une chose dont personne ne parle, c'est Flamanville.
le père de Flamanville, j'espère qu'il va démarrer, parce que c'était aussi ça, la compensation de la fermeture de certains réacteurs, parce que finalement, ils coûtaient plus cher en remise aux normes, était compensée par l'ouverture de Flamanville. Qui n'a toujours pas lieu. Par ailleurs, juste un mot, c'est que la France qui a fait cet effort d'énergie nucléaire est aujourd'hui piégée par les règles européennes, parce que vous savez que même si on produit moins cher, l'aberration, c'est qu'avec le marché libéralisé européen, les prix sont alignés sur les prix du gaz. Donc vous voyez l'absurdité aujourd'hui avec le prix du gaz. Est-ce que vous avez été choqué par la réaction de Christian Galtier et de Kylian Mbappé, ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, ce sont des footballeurs, ils n'ont pas tout vu, ils sont jeunes, ils n'ont pas tout compris? Les images de la conférence de presse, je dois l'avouer, m'ont fait rire. Parce qu'il y a tellement peu d'occasions de rire quand on voit Mbappé crouler de rire. Le char à voile, c'est tellement drôle. Je pense qu'il faut aussi garder le sens de l'humour, quoi. Et puis, quand d'un côté on rouvre le charbon et que de l'autre on leur fait la leçon, vous imaginez si l'équipe de France vient à Gare du Nord, s'il faut 50 bus de police qui roulent au diesel pour garantir leur sécurité, le bilan carbone n'est pas terrible. Enfin, je pense qu'ils ont trouvé une solution, c'est-à-dire quand c'est en France, ils prendront le bus, qui polluera aussi. Ils ont fait attention, mais je pense que quand les gens rient et font preuve d'humour et que ce sont nos grands champions, il faut rire aussi avec eux, je crois.